Bon, je sais que capillairement parlant, c'est pas tout à fait ça, quoi. Mais bon, faut aller chez le coiffeur, hein. C'est la merde, c'est n'importe quoi. Ça y est, la saison 2022 de Formule 1 vient de se terminer, j'ai presque envie de vous dire enfin, entre guillemets, parce que comme l'année dernière, j'ai trouvé la saison vraiment très très cool, ça c'est sûr, mais un petit peu trop longue à mon goût, à tel point que j'en avais oublié certains passages, c'est vous dire. Mais par contre, je pense qu'il y a un passage que personne n'a vraiment loupé cette année, ce sont les erreurs stratégiques de chez Ferrari. Alors, pour cet hiver, je ne peux que leur recommander de passer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures sur F1 Manager, en le faisant tourner sur ce magnifique PC, le Katana GF66 de chez MSI. Belle petite bête, design inspiré par les armes japonaises, évidemment le katana vous connaissez, léger et fin, 2,25 kg les gars. Aussi pratique que de tenir son rétro dans le 130 R à 300 km/h comme Charles Leclerc. Alors le PC il possède toute la connectique dont on a besoin, entre USB 3, USB-C, etc. Intel Core i7 12700H qui te donne un gain de 30% sur la génération précédente. C'est pas mal hein, en vrai, c'est un petit peu comme le débitmètre de chez Ferrari en 2019. RTX 3060 optimisé par la nouvelle architecture Ampere Nvidia. Bref, en parlant d'optimisation, sur le Katana, on a même le MSI Center qui permet de paramétrer et d'optimiser le PC facilement pour le gaming. Et alors ça c'est top parce que bon, F1 Manager en termes d'optimisation, on a connu mieux. Bon voilà, là c'est comme un réglage en Formule 1 quoi. C'est aux petits oignons, c'est nickel. Autant essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour faire bien tourner la bête. Et puis alors, pour pas dire « Oh, j'avais pas vu que Verstappen était rentré au pit ». L'écran, il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d'accord, et des images bien détaillées, comme ça va te plonger dans le jeu de manière encore plus immersive que si t'étais sur le muret des stands avec les mecs. Bon alors, faut pas oublier de refroidir la bête, hein, pas comme le moteur de Sainz en Autriche. Voilà, 2 ventilateurs dédiés et 6 caloducs en cuivre pour rester à bonne température, c'est tout bon quoi. Alors vous avez plein de deals intéressants sur cette semaine de Black Friday, et cette offre est valable jusqu'au 28 novembre, jusqu'à lundi, dans le cadre du Black Friday, donc jusqu'à lundi, faut y aller quoi. Encore merci MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon bref, en tout cas, on a beaucoup de choses à voir ensemble pour faire un bon bilan de cette première année sous la nouvelle ère de cette réglementation 2022. Du coup, sans plus tarder, on commence. Je pense que le premier événement qui nous a quand même bien marqué, c'est cette bataille en piste du début de saison entre Charles Leclerc et Max Verstappen. On va citer Bahreïn, Jeddah, un petit peu l'Australie, mais globalement le combat a été féroce et jamais les deux ne se sont accrochés. Et pourtant, on a eu peur plus d'une fois, quoi. Je dirais même qu'en dehors de cette bataille, que ce soit pour Verstappen ou Leclerc et le reste du peloton, on a eu droit à de très belles batailles en piste qui ont beaucoup changé la manière de faire la course par rapport aux années précédentes, avec les voitures des années précédentes. Et ça, eh bah oui, mesdames et messieurs, c'est grâce à la nouvelle réglementation aéro, mais aussi aux pneus Pirelli de cette année. Alors, c'est pas le passage du 13 au 18 pouces qui a fait la performance du pneu, mais bon, Pirelli a fait un très bon taf sur la composition chimique de ces gommes. On a effectivement moins de dirty air, donc c'est plus facile pour les voitures de se suivre les unes les autres dans les virages, là où c'était absolument un calvaire l'année dernière et les années précédentes. Et les pneus Pirelli, en fait, ils ont aussi permis cette année aux pilotes de pouvoir vraiment pousser sur plusieurs tours, sur plusieurs virages, pendant qu'ils étaient en train de faire une bataille avec un autre pilote en piste. Alors l'année dernière, le dirty air vous faisait perdre beaucoup d'appui quand vous vous rapprochiez d'une voiture, donc vous glissiez et ça faisait aussi surchauffer les pneus, et derrière vous partiez dans un cercle vicieux, tu glisses, donc t'as pas assez d'appui, machin, etc. C'était le bordel. Donc je comprends pourquoi les gros forçages de Verstappen étaient aussi violents l'année dernière, parce que si vous passiez la voiture de devant, elle avait très peu de chances de vous repasser ensuite, sauf à la stratégie. Cette année, c'est plus du tout le cas. C'est devenu contre-productif presque de faire un trop gros plongeon, parce que le gars qui défend va vous reprendre dans la réaccélération, et ça sert à rien de trop défendre parce que vous vous exposez beaucoup trop pour la ligne droite ou les virages qui arrivent. Charles Leclerc l'a montré à plusieurs reprises, que ce soit à Bahreïn avec Verstappen par exemple, ou même à Jeddah je crois. Enfin bref, ça fait plaisir quoi. On a vu des pilotes pouvoir plus attaquer, tenter plus de manœuvres sur d'autres virages aussi, on a un peu ouvert tout ça. Donc oui, la nouvelle réglementation de mon comté a rempli exactement le rôle qu'on lui a demandé, créer plus d'opportunités, je dis bien d'opportunités de dépassement.
et des batailles plus rapprochées. J'ai retrouvé des pilotes qui savaient faire vraiment la course, être intelligents dans leur positionnement en piste. Tout le monde a effectivement repris de bonnes habitudes de ce côté-là. Bon, il y a eu quand même quelques accrochages, mais ça c'est normal, c'est la course. Et parfois, on a tenté des manœuvres assez courageuses. Je pense à Leclerc qui prend l'extérieur à Copse contre Lewis Hamilton, Russell qui prend Verstappen par l'extérieur au virage 1 à Barcelone. Enfin bon, on a eu quand même de belles manœuvres, globalement. Et puis alors, globalement aussi, le spectacle a été plus indécis avec les batailles qu'avant, là où on sentait que le pilote avait enfin repris un peu le dessus dans l'équation, dans certains moments, et ça aussi, ça fait plaisir, ça jouait pas juste sur la voiture et puis la stratégie. Alors, on parlait quand même de savoir si, avec cette nouvelle réglementation, le DRS allait disparaître. Je pense que le supprimer serait quand même une erreur, parce que, il permet quand même de déclencher certaines batailles encore aujourd'hui. Par contre, oui, avec cette nouvelle réglementation, il va falloir à un moment donné ou un autre revoir un petit peu son utilisation pour éviter d'avoir trop de dépassements au DRS. Après, encore une fois, tant que le DRS sera là, on aura, quoi qu'il arrive, des dépassements au DRS. C'est inhérent au truc, quoi. Alors pareil, si on a réduit le Dirty Air, il n'a évidemment pas disparu comme ça, comme par magie, ça c'est sûr. Il y en a toujours un petit peu, donc suivre une voiture en rythme de course de près, oui, ça peut le faire, dépendamment de ce que l'on peut ou pas faire en termes de stratégie, avec ses pneus, etc. On peut rester un petit peu plus loin derrière pour éviter un petit peu ce léger Dirty Air. Il y en a toujours mais un peu plus léger. Mais dans tous les cas, en fait, les pilotes, ils ont plus trop peur de devoir aller au combat en piste et être vraiment dans la boîte de vitesse de l'autre. Alors, le seul problème, entre guillemets, c'est que ces voitures sont quand même giga lourdes et ça se sent. Et ça se voit surtout à l'écran pour le coup, ce qui est assez incroyable. Les décalages tardifs et secs qu'on avait dans les années 2000 de Fernando Alonso et qui étaient assez impressionnants et agiles, on n'y est pas revenu. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu un petit peu plus peur à de gros cartons, on va dire, à haute vitesse, parce que la voiture a l'air d'avoir une certaine inertie par rapport au F1 des années 2000 par exemple, qui faisait quand même 150 kg de moins, je crois. Donc ça joue probablement sur le pilotage, mais aussi visuellement pour nous, ça reste impressionnant. Il y a des bateaux qui se décalent d'un coup, donc ça fait un peu bizarre. Pour terminer sur cette nouvelle réglementation, je reconnais qu'après une saison à les regarder passer, ces voitures, que ce soit en vrai d'ailleurs, parce que j'ai eu de la chance pour ça, ou à la télé, ces voitures me paraissent toujours un petit peu étranges, en mode c'est futuriste. J'ai encore du mal à me dire que ces voitures roulent vraiment et ne sont pas juste de belles courbes sur le papier comme on a pu le voir pendant 2 ans, quoi. En fait, les F1 ont tellement un design plus particulier que n'importe quelle autre monoplace dans le monde que ça me fait toujours un petit peu bizarre. J'ai l'impression que c'est toujours un mode sur Assetto Corsa. J'ai toujours cette réflexion en mode ça paraît trop futuriste pour notre époque, alors qu'en fait, c'est peut-être juste que les monoplaces de F2 et de F3 n'ont pas assez encore évolué. Enfin bref, bottom line, j'aime beaucoup les nouveaux designs. En plus de ça, on a vu quand même pas mal de différences de philosophie cette année en termes d'aérodynamisme, alors qu'on avait peur que justement, avec cette réglementation, toutes les voitures se ressemblent. Alors forcément, il y a encore pas mal de pistes à exploiter pour les équipes. Le design de la Ferrari peut faire match avec celui de la Red Bull pour le moment. Mercedes va abandonner malheureusement son concept Zero Pods. C'est un petit peu dommage finalement qu'ils aient pas réussi à faire fonctionner leur concept, parce que là on avait 3 beaux concepts différents, quoi. Donc oui, très probablement qu'on verra quelques équipes copier le design Red Bull parce que c'est celui qui fonctionne, mais je vous le rappelle quand même, avant de copier un design, il faut aussi savoir le comprendre, sinon ça fonctionnera pas super bien. Bon alors, le championnat pilote et constructeur a été plié mathématiquement à seulement 4 et 3 courses de la fin de saison respectivement. Par contre, on va être honnête, dans le sens où, sincèrement, je pense qu'à partir du Grand Prix de France, on a senti que c'était fini. Alors oui, le début de saison, on a vu une vraie lutte entre Ferrari et Red Bull, entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Les deux voitures étaient à peu près similaires en termes de performance, avaient chacune des avantages et des inconvénients différents, mais on a eu 3 facteurs, pour moi, qui ont effectivement laissé place à ce qu'on va appeler une domination de Red Bull sur cette saison 2022. Alors le premier facteur, c'est le progrès dans le développement des voitures de chaque équipe. Alors Red Bull, en fin de saison, avait une performance assez incroyable, vraiment pour le coup. Le meilleur exemple, pour moi, ça reste Monza, rouler avec des ailerons qui étaient hyper braqués et avoir une bonne vitesse de pointe par rapport aux autres qui roulaient avec des ailerons complètement débraqués, genre limite des lames de rasoir comme dirait Jean-Louis Moncet. Donc du coup, la Red Bull, très peu de traînée pour beaucoup d'appui. Si vous préférez, en fait, Red Bull, ils ont réussi à faire ce que tous les ingés rêvent de faire, c'est avoir le meilleur des deux mondes. Une voiture qui appuie de fou en virage, mais qui résiste que dalle à l'air en ligne droite. J'exagère, mais t'as compris. Alors chez Ferrari, on avait de la perfo, mais au fur et à mesure de la saison, en fait, on s'est rendu compte que la voiture commençait à trop dégrader ses pneus,
là où c'était en fait finalement en début de saison peut-être un avantage et pas celui de Red Bull, et ça a été l'inverse. Red Bull est devenu meilleur notamment dans ce domaine. Ça dépendait de certains circuits évidemment, mais la Ferrari était très bien en début de championnat, et quand il a fallu faire un step en performance, bah la voiture n'a pas progressé pour encaisser la dégradation. Bref, oui, la RB13, non, ça c'est la W13 chez Mercedes, chez Red Bull c'est RB18 peut-être, vous me direz dans les commentaires. Vers le milieu, deuxième tiers de saison, bah cette Red Bull était devenue très difficile à battre. On ajoute le fait que Ferrari a peu développé aussi sa voiture par rapport à Red Bull par exemple. Les premières améliorations sont venues au bout de 4 courses, il me semble, et ils ont stoppé assez tôt dans la saison, donc à voir ce qu'ils nous sortiront en 2023 pour le coup, parce que bah eux ont passé du temps à travailler sur cette prochaine voiture. Alors, je termine forcément sur la fiabilité. On a cru à la catastrophe chez Red Bull en début de saison, finalement ça a été tout aussi complexe à gérer chez Ferrari, où Leclerc perd 2 victoires quasiment coup sur coup entre l'Espagne et l'Azerbaïdjan. Les problèmes ont touché aussi Sainz, du coup, et Perez, de leur côté d'ailleurs. Donc oui, la fiabilité, il y en a à aller chercher pour tout le monde. Pour information, Ferrari qui utilise un turbo un petit peu plus petit que les autres motoristes, ça leur procure un petit avantage dans les phases de réaccélération notamment, mais ils doivent faire tourner plus vite cet élément pour avoir, on va dire, la même puissance que les autres. D'ailleurs, Ferrari avait réduit la puissance de son turbo au Mexique, quand justement, avec l'air fin en altitude, bah, ça demande beaucoup plus au moteur en règle générale pour dégager la même puissance qu'on a à basse altitude, entre guillemets, ce qui explique en partie pourquoi ils étaient à la ramasse au Grand Prix du Mexique. Bref, le moteur Ferrari est pas mal, mais il va falloir le fiabiliser, surtout ce turbo-là, pour le faire tourner plus vite, tout le temps. Grosso modo, c'est ça. Deuxième facteur, oui, on est qu'au deuxième facteur, ce sont les erreurs stratégiques de chez Ferrari. Je pense à Monaco, la Grande-Bretagne ou encore la Hongrie, pour ne citer que ces cas-là. Le pitwall Ferrari, en particulier du côté de Charles Leclerc, a été, faut le dire, désastreux. Pour une équipe, faire des erreurs, oui, je pense qu'on le conçoit tous, ça arrive. En faire plusieurs différentes, bon, pourquoi pas, tu vas apprendre, c'est normal. Mais le problème ne vient pas des erreurs elles-mêmes, mais plutôt le fait qu'elles ont l'air de toujours émaner d'un même problème qui a l'air récurrent. Alors quand les pneus sont pas prêts, quand la décision stratégique se fait en dernière seconde, quand on dit trop souvent la phrase « I'll come back to you »,« we'll check »,« we believe », machin, « question », c'est qu'il y a un problème de communication quasiment de sûr, quoi. Ou alors il y a un problème dans qui prend la décision finale. Bref, il y a probablement un problème de process qui n'est pas assez optimisé du côté de chez Ferrari et donc qui déclenche des grosses erreurs. Alors on a même senti et entendu un Charles Leclerc désabusé, fatigué sur cette fin de saison, de tout ce qu'il a dû subir par conséquent, là où de l'autre côté du garage, bah Sainz a su prendre la mesure de son côté et doit probablement être beaucoup plus ferme avec ses ingés. Le Stop Inventing Guys de Silverstone en est le parfait exemple. Maintenant, ça ne veut pas dire que la stratégie en est plus performante pour autant, mais Sainz arrive à mieux tenir ce qui se passe de son côté. Peut-être que Sainz arrive à tenir son équipe, mais qu'il passe plus de temps à empêcher des scénarios catastrophes qu'à aller vers de la performance stratégique. Ça, on n'en sait rien. Dans le paddock, en plein milieu de la saison, certains s'amusaient à dire de toute façon, Ferrari va merder quelque part, donc on sait qu'on va gagner 1 ou 2 places. Au moment où on parlait de Ferrari, tu vois. Donc c'est un peu comme certains pariaient sur le nombre de virages que Grosjean ferait avant de se crasher en 2018, qu'on peut voir dans la première saison de Drive to Survive, notamment. Il y avait un peu ce feeling-là, quoi. Bref, quand Ferrari se prenait les pieds dans le tapis, bah Red Bull n'avait juste qu'à rouler proprement sans trop se soucier d'attaque des rouges, ce qui, de facto, a accentué la domination de Red Bull au championnat d'un point de vue purement comptable. Ceci dit, et je tiens à le souligner, Ferrari nous a quand même surpris par 2 grosses occasions quand il n'avait pas une nette domination en termes de performance. Je pense à Jeddah et à Abu Dhabi, du coup, où on a vu une équipe faire une vraie stratégie, recherchée, où elle arrivait à imposer des décisions qui allaient orienter les stratégies des concurrents. On a vu par ces 2 occasions une Scuderia Ferrari agir plutôt que de subir ce qui allait se passer. Et on veut ça tous les week-ends. Tous les week-ends de course, on veut voir ça. On veut voir un giga fight l'année prochaine. Lâcher des giga bluffs comme vous l'avez fait sur Sergio Pérez. Enfin, 3e facteur, les erreurs des pilotes Ferrari. Bah oui, je l'avais dit au GP de France pour Charles Leclerc, l'équipe faisait tellement d'erreurs que Charles n'avait plus le droit d'en faire de son côté. Et on en a fait que 2, en fait, cette saison. Imola et Castellet. Alors l'erreur au Paul Ricard est celle qui a presque scellé le titre de Verstappen d'une certaine manière, là où celle d'Imola était nécessaire pour son apprentissage à lui, pour voir jusqu'où il pouvait vraiment attaquer et apprendre de ses erreurs. Et c'est véritablement la première fois que Leclerc est dans une position de jouer le titre,
à l'inverse de Verstappen qui a déjà eu un petit peu plus d'expérience. Alors si on regarde du côté de Sainz, le nombre d'erreurs est plus grand que chez Leclerc, il joue aussi beaucoup de malchance, je trouve, dans les premiers virages au départ des courses, mais la conséquence est là, Carlos ne ramène pas assez de points. Carlos, il a failli être le dernier du top 6 derrière les deux Mercedes, qui, si elles sont moins performantes, assurent quand même de terminer les courses. Bon, alors, du coup, avec la mauvaise stratégie d'Hamilton à Abu Dhabi, Sainz est repassé P5, puis de toute façon, Hamilton a abandonné. Alors que chez Red Bull, on a un Verstappen qui est impeccable, de chez impeccable, qui, contrairement aux années précédentes, s'énerve pas dès qu'il gagne pas, on va dire, mais prend tous les points qu'il peut, il est content, il fait ses courses bien comme il faut. Enfin, je veux dire, le gamin, il lâche un tête-à-queue en plein Grand Prix, devant Charles Leclerc, et gagne quand même la course, alors qu'il partait P10, je crois, ça c'était en Hongrie. Alors, il y a aussi le fait que jamais on a entendu un Verstappen se plaindre à la radio sur un combat un petit peu trop féroce, agressif, au-delà des limites. Les seules fois, assez nombreuses, où il s'est plaint, c'est parce qu'il avait soit du sous-virage, soit que sa mécanique lui faisait défaut. Et alors là, ça y allait, là c'était vénère. Mais oui, Verstappen a été ultra impressionnant toute la saison. C'est un fait, quoi. Perez, première pole quand même à Jeddah. La win à Monaco quand Ferrari se prend les pieds dans le tapis d'un point de vue stratégie. La win à Singapour et le reste du temps, il ramène les points tout aussi bien, quoi. Il fait très bien le jeu avec son coéquipier pendant toute la saison. On va pas forcément parler des derniers Grands Prix, mais voilà. Bref, ça a bien marché, même si Max l'avait laissé passer au Brésil, ça n'aurait pas suffi pour couvrir Abu Dhabi. Mais bon, quand même, pour la forme, voilà. De toute manière, l'équipe elle est tournée totalement vers Verstappen. Red Bull a tenté de faire jouer l'équipe avec Perez, ce qu'il fallait faire de toute façon en fin de saison. C'était sans compter que Verstappen, lui, il n'a pas eu la même vision pour ses propres raisons. Voilà, c'est bien dommage parce que ça pénalise l'équipe, ça pénalise Perez, ça pénalise tout le monde et ça fout un mood un peu merdique, quoi. Alors que juste laisser une 6ème place, ça aurait mis tout le monde d'accord et ça aurait fait une belle émulation, quoi. Bref, tous ces facteurs donnent une grosse domination de la part de Red Bull, mais on n'est pas sur un blocage de la première ligne et des doublés tous les week-ends de Grand Prix comme c'était le cas en 2014, et où Mercedes devait même baisser la puissance de son moteur tellement tout le monde était à la ramasse pour éviter d'éveiller de probables peut-être soupçons parce que ils pouvaient mettre tout le monde à 1,5 seconde sans forcer. Alors, pour le coup, je vous invite à aller écouter le Beyond the Grid avec Paddy Lowe, qui était le directeur technique de chez Mercedes à cette époque, qui avait peur, ils avaient tous peur parce qu'ils se sont dit, mais en fait, les mecs, ils vont vraiment croire qu'on a un moteur qui est illégal, alors qu'il était tout à fait légal. On avait un seul rookie cette année sur la grille et d'un point de vue opinion publique, dès le départ, c'était la merde, on va se le dire. Pilote payant, Zhou Guanyu est arrivé avec une mallette de cash aux environs des 25 millions de dollars pour rouler dans l'Alfa Romeo quand le champion en titre de la Formule 2 et prodige annoncé Oscar Piastri allait passer une année sur la touche. Alors, forcément, on attendait beaucoup du premier pilote chinois de l'histoire de la Formule 1, surtout qu'il se retrouvait face à un Bottas qui allait se libérer de plus en plus depuis son départ de chez Mercedes. Dans ce malheur et cet accueil difficile de la part des fans, ce qui l'a probablement un petit peu aidé, c'est la nouvelle réglementation 2022. Tout le monde repartait de zéro en termes de pilotage, il fallait vraiment apprendre de nouvelles voitures pour tout le monde, et donc il partait d'un certain pied d'égalité de ce côté-là avec le reste de la grille. Donc bon, tant mieux. Et pour le coup, et j'ai l'impression que tout le monde est assez unanime là-dessus, Guan Yu Zhou a été un excellent rookie. Bon, très bon rookie, voilà, c'est un bon pilote, plutôt rapide, qui a pas mal progressé cette année, et les fois où on l'a vu à l'œuvre, ça fonctionnait plutôt vraiment bien. Alors il marque son premier point à Bahreïn dès le Grand Prix d'ouverture de la saison, ce qui reste une belle performance quand même. Faut aussi noter que les deux Alpha, je sais pas si vous vous souvenez, ont pris les pires envols de l'histoire, je pense, sur la grille de départ, avec des problèmes d'embrayage qui ont continué d'ailleurs de pointer le bout de leur nez sur le début de saison, enfin bref. Parce que oui, Zhou et Alfa Romeo, ça a été la catastrophe en termes de fiabilité des moteurs Ferrari, quoi. À croire que Ferrari servait d'Alfa Romeo pour tester des pièces. Et c'est vraiment frustrant parce que ce soit Bottas ou Guan Yu Zhou, ça nous empêchait de voir un petit peu ce qui se passait, quoi. Et on a senti un réel potentiel chez Zhou, et il s'est même permis de luxe d'ailleurs de prendre le meilleur tour en course au Grand Prix du Japon, sous le déluge. Enfin, je veux dire, là, il y a une belle, vraie, grosse performance. Alors, 6 abandons pour le Chinois, 6 abandons pour le Finlandais, ça fait mal, d'autant plus que l'Alpha a été hyper performante sur le début de saison pour le coup. La majorité de ses points ont été inscrits sur le premier tiers de la saison. Alors 12-7 en qualif et 15-6 en course pour Bottas. Alors oui, Zhou se fait battre sur la saison,
Ça reste assez normal, je pense, mais il n'est pas à la rue non plus. C'est une bonne première année pour Guanyu Zhou. Maintenant, on va attendre de lui qu'il se rapproche de Bottas en performance pure, et on va espérer le voir progresser aussi en course, et surtout avoir moins de problèmes de fiabilité pour qu'il puisse vraiment montrer de quoi il est capable. Bon alors forcément, je ne pouvais pas parler de Guanyu Zhou sans parler de son accident spectaculaire au Grand Prix de Grande-Bretagne. On en a déjà parlé dans le Fast 5 concerné, le halo n'est plus une question, mais je pense qu'on peut toujours y trouver peut-être des points d'amélioration encore. Parce que quand une voiture se retrouve à l'envers, et je pense à Hülkenberg à Abu Dhabi en 2018 ou 2019, je sais plus de mémoire, le pilote est piégé dans sa voiture car le halo et l'arceau de sécurité font tenir la voiture à l'horizontale. Sans le halo, en fait, l'arceau faisait pencher d'un côté ou de l'autre la voiture et laisser la place au pilote pour sortir en cas de gros crash et s'il y avait surtout le feu. Alors admettons par exemple que la voiture de Romain Grosjean se retrouve sur le toit et en feu dans son terrible crash de Bahreïn, bah le pilote il peut pas sortir. Et vu le brasier que c'est, même si t'es 3-4 pompiers, en vrai c'est vraiment la merde. Donc en fait je pense qu'il faudrait vraiment justement trouver un design, une conception, où on a la présence du halo, ou les bénéfices de la présence du halo, mais où en cas de crash et où la voiture se retrouve sur le toit, le pilote puisse s'extraire lui-même rapidement sans l'intervention de commissaire. Bref, ceci étant dit, le crash de Zhou a montré une chose qui paraissait aussi complètement acquise pour ma part, c'est la solidité des arceaux en Formule 1, la fameuse, vous savez, entrée d'air au-dessus de la tête du pilote là, qui est censée le protéger en cas de tonneau, quoi, en cas de retournement. Alors le design de l'arceau chez Alpha est limite pour le coup, puisque c'est un seul montant et non pas un triangle comme on a sur les autres voitures. Alors les voitures passent des crash tests, évidemment, avant le début de la saison pour avoir l'homologation, et donc l'arceau d'Alpha, et ce n'est pas la première fois, est réglementaire, mais clairement, finalement, ça suffit pas. Alors le problème, c'est que les arceaux ont pas l'air d'être testés sur le fait de glisser sur du bitume, parce que dans le cas de Zhou, l'arceau s'est complètement effrité, et le halo a quand même bien pris le relais, mais je pense sincèrement qu'on peut pas s'arrêter là. On peut pas s'arrêter là en se disant « Oh, c'est pas grave, le truc il s'est effrité, mais il y a le halo, t'inquiète ». Ça, je suis pas d'accord. Je suppose que la FIA va prendre le temps d'analyser tout ça en vue d'un durcissement des tests pour éviter de voir la tête du pilote se rapprocher un petit peu trop du bitume dans ces cas-là. Comme quoi, on pensait encore une fois que certains éléments de sécurité étaient acquis et faisaient suffisamment bien leur travail, et finalement non, il faut les faire progresser. Mais maintenant, il faut le faire intelligemment. Voilà, c'est la fin de cette première partie de bilan. On se retrouve très vite pour la partie 2.